It's with a heavy heart that I rise to inform members of my resignation as Speaker of the House of Commons. I reiterate my profound regret for my error in recognizing an individual in the House during the joint address to Parliament of President Zelensky. Triste première mardi, la démission du président de la Chambre, Anthony Rota, dans la foulée de l'hommage rendu à un vétéran ukrainien qui a combattu aux côtés des nazis lors de la visite du président Volodymyr Zelensky à Ottawa. C'est un épisode qui est venu éclabousser ce qui aurait dû être une bonne visite pour Justin Trudeau. Est-ce que la crise aurait pu être gérée différemment? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Michel Séauger est analyste politique à Radio-Canada et La Presse. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Chantal, est-ce que ça aurait pu être géré différemment? Parce qu'on a eu l'impression, il y a plusieurs qui ont dit, bon, ça y a quand même pris 48 heures pour démissionner, M. Rota. Est-ce que ça aurait fait une différence s'il avait démissionné le lundi matin en arrivant à la Chambre des communes? Ça aurait fait une différence pour lui, parce que lundi matin, c'est lui qui aurait décidé de démissionner. Au moment où il a démissionné le lendemain, il était devenu clair, parce qu'il l'avait tous signifié, qu'aucun des partis à la Chambre des communes, les principaux partis, y compris le Bloc québécois, avait encore confiance dans le leadership du président de la Chambre. Donc, en clair, il s'est fait congédier. Mm-hmm. Et pour la suite des choses, c'est pas important, mais pour lui, ça aurait été préférable qu'il parte le lundi. D'autre part, du côté du gouvernement, ça aurait été vraiment, vraiment une bonne idée pour le gouvernement de se rendre compte avant que la leader en chambre, Karina Gould, se lève, que c'était une très, très mauvaise idée de décider qu'on allait effacer toutes les traces de ce qui s'était passé à la Chambre des communes le vendredi avec l'invité qu'on avait reconnu à tort. Même les traces audiovisuelles, comme si c'était possible, alors qu'on a vu ça en boucle depuis pendant 5 jours. Mm-hmm. L'idée que le gouvernement pensait que c'était une belle stratégie parce que les conservateurs allaient dire non, puis ils allaient être gênés, à la place d'avoir l'air de gens qui veulent effacer l'histoire, c'était franchement pas sagace. Et on viendra sur des excuses du premier ministre que moi, j'ai trouvé pas à la hauteur, mais pas à la bonne place au bon moment. Bon, on va y revenir aux excuses. Michel, est-ce que ça a été géré? Est-ce que ça aurait pu être géré d'une autre façon? Est-ce qu'on aurait pu faire une différence, d'après vous? La seule chose qui aurait pu faire une différence, c'est que les collègues libéraux de M. Rota soient les premiers à dire « Écoute, ça ne peut pas continuer ». C'est à partir du moment où, le soir même, là, et le Bloc québécois, et les Verts, et le Nouveau Parti démocratique avaient demandé le premier jour la démission de M. Rota, il n'y avait plus de consensus à la Chambre. C'était fini, de toute façon, à ce moment-là. Il n'y avait pas moyen de rescaper sa présidence. Ça a dû se terminer à ce moment-là. C'est ça qui a été mal géré. Peut-être que des gens du côté libéral qui ont dit peut-être une petite chance qu'il reste. Peut-être que c'est M. Rota aussi qui a dit j'ai peut-être une petite chance de rester. Quoi qu'il en soit, c'est ça qui a mal tourné. Oui, c'est ça. J'ai eu l'impression que c'était peut-être plus une décision de M. Rota parce que je n'ai pas parlé à beaucoup de libéraux qui pensaient que c'était une bonne idée de traîner ça pour un autre 48 heures. Alec, des excuses. Parlons-en des excuses. M. Trudeau est arrivé le mercredi pour dire, bon, les excuses au nom des parlementaires, au nom du Parlement. C'était le bon ton? C'était la bonne approche? Bien, on aurait dû faire deux choses dès le lundi. D'abord, retirer la confiance du côté des libéraux à Anthony Rota, parce qu'on oublie, là, mais ça a pris quand même un autre 24 heures avant que les libéraux décident de dire que c'était trop. Les conservateurs aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Les conservateurs essaient de faire porter le blâme à Justin Trudeau, donc ne voulaient pas demander la démission du président de la Chambre. Ça faisait durer le plaisir. Les libéraux auraient dû joindre au NPD et au Bloc québécois dès le lundi pour tirer sur le plaster et dire « OK, il n'y a plus la confiance ». Et à ce moment-là, dès cet après-midi-là, Justin Trudeau aurait dû se lever en chambre et dire, écoutez, au nom des Canadiens, au nom du gouvernement, du Parlement, on s'excuse et on passe à autre chose. On a encore étiré, comme c'est souvent le cas avec le duo Justin Trudeau, Katie Telford, sa chef de cabinet. On étire, on tergiverse, on discute, on demande à tout le monde ce qu'il en pense, puis là, est-ce qu'on devrait faire ci? Puis là, finalement, on étire le problème pendant 2-3 jours, alors qu'on aurait pu régler ça le lundi matin. C'était clair, quand le NPD, le Bloc et le Parti vert ont dit... On passe à autre chose, qu'on ne pouvait plus garder Anthony Rota. Pourquoi attendre à mercredi pour s'excuser, attendre au lendemain pour demander sa démission? C'est toujours très long.
Alors, il vit avec des controverses qui s'étirent inutilement, puis on en a eu encore la preuve cette semaine. C'est ça. Il y en a qui ont dit c'est moins long que d'autres avant. D'habitude, ça se compte en semaines. Là, dans ce cas-ci, c'était quelques jours. Mais je ne vous dis pas que c'était meilleur. Mais je vous dis pas que c'était meilleur. Non, mais ça, Chantal, les excuses. Oui. La vaisselle mal lavée est moins mal lavée. Oui, bon. Oui, d'accord. Les excuses, Chantal, oui. Sérieusement, je n'ai pas complètement compris pourquoi Justin Trudeau a choisi, de faire ses excuses à la période des questions, un endroit pas solennel du tout, d'ailleurs, à la Chambre des communes, et pourquoi il a fait des excuses au nom des parlementaires plutôt qu'au nom du Canada ou de son gouvernement, puisqu'il représente tout ça. Ouais. Beaucoup plus qu'il représente la Chambre des communes où il est minoritaire. Mm-hmm. Et il y a quelque chose... Et ça me semble être de la pensée dans la bulle, comme dans... On va rendre tout le monde solidaire de l'erreur qui a été faite, donc on va s'excuser au nom des parlementaires. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Dans la vraie vie, le Canada s'est retrouvé dans la mire à cause de cet événement qui était quand même relativement spectaculaire. J'ai pas compris non plus pourquoi M. Trudeau, pendant les 2 journées où il est pas allé à la Chambre, n'a pas commencé à être proactif sur le front de la communauté juive, au Canada ou ailleurs, sur le front de son ami Zelensky, qui, quelqu'un suggérait, je pense que c'est Michel, peut-être qu'il ne prend plus les appels, je ne sais pas, mais il est arrivé à la Chambre et je dois dire, le Bloc et le NPD cette semaine se sont distingués par la clarté de leurs interventions. J'écoutais le chef du Bloc québécois dire quand est-ce que vous vous excusez? Avez-vous parlé à M. Zelensky? Avez-vous parlé à la communauté juive? Et je me disais, quelque part, il est comme moi, il se demande comment c'est possible que ça n'a pas été fait. Ouais. C'est vraiment ça que c'est vrai que ça a donné ça comme impression. Et c'est vrai que les interventions du Bloc et du NPD là-dessus étaient plus constructives, utilisons ce terme-là. Michel, qu'est-ce que ça... Dans quel genre de position ça laisse le Canada, là? Parce que, bon, on a alimenté... malgré nous, la machine propagandaire russe, on a teinté considérablement cette visite qui aurait dû être une bonne visite. Qu'est-ce que ça laisse comme image sur la scène internationale? Le Canada devait, et M. Trudeau, au nom du Canada, devait s'excuser pour une chose. On a alimenté la machine propagandiste russe, alors que la Russie, dans ce conflit-là, est l'agresseur d'un de nos alliés, en présence du président Zelensky, ce qui rend ça pas mal pire, merci. Alors, ça, c'était l'erreur pour laquelle le Canada et, bien sûr, le premier ministre, parce que c'est lui qui parle au nom du Canada, devait s'excuser. C'est ça qui n'a pas été fait. Alors, non seulement les excuses sont arrivées en retard, mais on ne s'est pas excusé pour la bonne affaire. Ça fait 2 prises. Alec, qui l'a commis l'erreur? On a pointé du doigt le gouvernement, M. Rota. Non, l'erreur a été commise par Anthony Rota. Là. Avec le processus actuel de validation des invités d'honneur dans ce type d'événement-là, c'est clairement lui qui l'a invité. Les autres partis n'avaient pas leur mot à dire, ils ne connaissaient pas le monsieur, c'est pour ça qu'on fait confiance au président de la Chambre. Il dit « applaudissez telle personne », tout le monde se lève, applaudissent. Même Volodymyr Zelensky s'est levé et a applaudi. Personne n'a vraiment réfléchi au fait que si on a combattu les Russes dans la Deuxième Guerre, on était forcément du côté des Allemands. Ouais. Même quelqu'un qui est ferré d'histoire comme Volodymyr Zelensky n'a pas compris la nuance parce que dans un événement protocolaire comme ça, on ne pense pas que ce type de contradictions-là vont arriver. La faute procédurale, elle est sur Anthony Rota. Peut-être qu'il faudra d'ailleurs réviser ça. Peut-être qu'il faudra qu'il y ait un peu plus de supervision sur qui on invite dans les tribunes lors de ces grands événements-là. Ensuite, une fois que la gaffe elle est faite, que le Canada a une image ternie sur la scène internationale, qu'on fait rire de nous autres par nos alliés, qu'on donne du matériel de propagande à la Russie, mais là, ensuite, c'est le Canada dans son entité qui doit s'excuser. Ça tombe dans la cour de Justin Trudeau, qui devait s'excuser pour le Canada, pour le gouvernement, peut-être aussi pour les parlementaires, mais pour l'ensemble de l'œuvre. Donc, la faute, elle revient à Anthony Rota, mais les conséquences, elles sont canadiennes. Et donc, c'était normal que Justin Trudeau aussi, à un certain moment, soit obligé de présenter ses excuses. Chantal, je l'ai vu réagir. Bien, 2 choses. D'abord, il faut être illettré au niveau historique pour ne pas se rendre compte que quand on dit de quelqu'un qui a combattu les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale, on est en train de dire qu'il a combattu du côté d'Adolf Hitler. Ça ne prend pas une grande recherche puis un service de sécurité pour savoir ça. C'est élémentaire. Et apparemment, dans le bureau du président et jusqu'au président lui-même, on n'a pas fait le lien. Il paraît qu'il y a des gens sur le plancher de la Chambre des communes, au moment où ça s'est passé, qui se sont regardés en se disant « C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a fait là? »
L'autre, je trouve, on parlait avant d'entrer en onde de Justin Trudeau qui semble jouer de malheur à chaque fois, à chaque opération. Dans les faits, la visite du président Zelensky, c'était plus pour rendre service à Justin Trudeau que parce que le président Zelensky avait besoin de venir au Canada. Ouais. Et ça donnait à M. Trudeau un bel événement, puis effectivement, autrement, ça s'était vraiment bien passé. Alors ça, c'est le comble de l'ironie que quelqu'un qui vient un peu pour te rendre service quand même, fait un détour après une visite aux États-Unis, et ça finit comme ça en bourre monumentale et en pot cassé. Ouais. En tout cas, on va s'en souvenir longtemps de celle-là. Je ne suis pas sûr de la prochaine visite de M. Zelensky. S'il y en a une, on va probablement jeter un œil sur le pedigree des invités plus attentivement. L'autre nouvelle qui a beaucoup retenu l'attention, c'était jeudi quand Québec, Ottawa, tous ensemble ont annoncé cet énorme investissement de Nordvolt au Québec. 2 commentaires de messieurs Legault et Trudeau, puis je reviens avec vous, Michel, là-dessus. Très fier aujourd'hui d'être ici pour annoncer ce projet qui est déterminant pour l'avenir du Québec. Puis je vous dirais même, plus que fier, là, ému. C'est tout un écosystème qu'on est en train de bâtir de manière délibérée depuis 2015. On crée des emplois, on lutte contre les changements climatiques et on positionne le Canada et le Québec particulièrement comme un leader mondial dans l'énergie propre. Bon, Michel, c'est des milliards de dollars, là, c'est 3 milliards et des poussières qui sont investis par l'appareil public, plus qui s'en vient ensuite quand ça va être produit. Est-ce que c'est le genre d'investissement nécessaire? Est-ce que les gouvernements en ont pour leur argent, d'après vous? On le saura plus tard s'ils en ont pour leur argent. Les investissements eux-mêmes pourraient se justifier. Encore qu'on a vu des grands fiascos avec des investissements comme ça. Les plus vieux, comme moi, se souviennent de l'usine Hyundai à Bromont qui allait nous mettre dans la parade de l'industrie automobile, que ce ne serait pas tout en Ontario pour une fois. Mm-hmm. La fermé au bout de 2 ans, ça n'a pas marché à 20 de la capacité. Alors, il faudra voir avec le temps. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est les dangers de ça. Le premier danger, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de vendre de l'électricité qu'on n'a pas? Et la réponse du gouvernement à ça, c'est on a des projets de 2-3 barrages. Ça, c'est exactement la théorie du Dolorama de l'énergie. On attire des industries énergivores, puis quitte à leur bâtir des barrages après pour fournir suffisamment d'électricité. Ça ne fait pas de développement durable beaucoup quand on est en train de parler de batteries vertes. Cela dit, est-ce qu'on est dans un domaine de pointe? Oui. Est-ce qu'on est avec une compagnie qui a des bonnes valeurs sur les questions environnementales? Oui. Donc, c'est pas du 100%, disons. On peut dire qu'il va falloir surveiller ce projet-là au fur et à mesure qu'il avance. Non. En même temps, Chantal, puis ensuite Alex là-dessus, en même temps, avec tout l'argent que le gouvernement fédéral a mis en Ontario, avec l'IRA aux États-Unis, est-ce que c'est pas incontournable que ce soit que cet investissement-là arrive au Québec? Chantal? C'est la grande différence entre le débat que j'ai couvert aussi sur Hyundai par rapport à ceci. C'est que dans le cas des Hyundai, et puis dans ce temps-là, il y a eu Toyota aussi qui a choisi l'Ontario. Ouais. L'industrie automobile était déjà en place au Canada. C'était déjà en train d'échapper au Québec et de se construire entre l'Ontario et les États-Unis. Là, on est au début de quelque chose. Et la seule façon de mettre le pied dedans, c'est d'être dedans au début, pas arriver dans 5 ans en disant « Allô, nous autres aussi, on pourrait être là-dedans ». Je ne pense pas que le gouvernement du Canada aurait pu mettre l'argent qu'ils ont mis en Ontario avec Stellantis, etc., sans passer par ce projet-là au Québec. Sur l'électricité, le gouvernement dit « On en a assez dans le moment pour faire fonctionner celle-là ». Oui, on en a assez avec Churchill Falls. Terre-Neuve et Labrador. Selon moi, un résultat indirect, c'est que le rapport de force de Terre-Neuve et Labrador dans ces négociations avec Québec sur l'avenir de cette entente-là vient d'augmenter. Ça vient de changer un petit peu, oui, effectivement, parce que là, on en a davantage besoin. Alec, le mot de la fin là-dessus. Bien, si les investissements des gouvernements sont bien ciblés, ça veut dire que si on n'en donne pas à toutes les entreprises qui veulent venir s'installer ici, mais qu'on en donne à certaines entreprises qui représentent un maillon important d'une nouvelle filière comme les batteries, économiquement, ça peut se justifier. Pierre Fitzgibbon disait vendredi à mon émission, parce que je l'ai eu en entrevue, il y a 3 celluliers de batteries au Canada qui vont venir s'installer ici. On s'est entendu, Québec, Ottawa et Toronto pour que ce soit Volkswagen, Stellantis et Nordvolt.
C'est tout. Il n'y en aura pas d'autres, on n'en a pas besoin d'autres. On ne mettra pas de l'argent public dans chacun des projets qui va venir s'installer ici. Après ça, il faudra que les entreprises créent d'elles-mêmes un écosystème qui se nourrit et qui soit capable de vivre sans les subventions. Donc, ils sont conscients qu'il y a un plafond à ces investissements publics-là, que la population est prête à en accepter jusqu'à un certain point, mais que ça ne peut pas être le bar ouvert. Et ils sont en train de corriger le message là-dessus. Là. C'est le fun, c'est enthousiasmant, mais il y a des limites à tout ça. On a besoin d'argent pour d'autres services publics au gouvernement. Et donc, je pense qu'on est en train de recalibrer le message. C'était important de le faire. On a obtenu Nordvolt. Maintenant, il faudra que tout se passe bien au niveau de l'acceptabilité sociale. Mais c'est pas vrai qu'on va en avoir comme ça à l'infini des projets de batterie parce que ça coûte effectivement très cher. Effectivement. Bon, c'est là-dessus qu'on doit s'arrêter. Merci pour le rappel sur l'expérience Sunday. J'avais oublié celle-là, mais on évaluera l'efficacité des subventions gouvernementales dans quelques années. Puis, la semaine prochaine, on va se parler de Jean Talon parce qu'il y a une partielle là-bas. On va évaluer ce que ça veut dire, ces résultats-là. Alex, Chantal, Michel, merci beaucoup. Bonne fin de week-end. Au revoir. Merci.